Cette fois, c'est sûr, Raphaël Glucksmann ne peut que gagner les élections européennes. Il n'y a qu'à regarder les scènes de liesse à la fin de son meeting du week-end, c'était incroyable. Ouais, sauf que, en fait, il y avait plus de monde sur scène que sur la salle, et à ce moment-là, je pense que Glucksmann s'est rendu compte que même avec la CIA de son côté, il ne pourra pas gagner ces élections. Toute l'équipe d'Actu Réfractaire espère en tout cas que vous avez passé un meilleur week-end que Raphaël Glucksmann. Et aujourd'hui, on est le lundi 25 mars et donc c'est parti pour l'actualité, comme tous les jours de la semaine. Hier, il y a eu l'élection au Sénégal et petite surprise, le parti de Sonko, le parti d'opposition, l'emporterait dès le premier tour. Le candidat du président sortant Macky Sall, lui, a reconnu sa défaite dans la journée. Pour la première fois depuis au moins 24 ans, le pays va vivre l'alternance. Le prochain président Bassirou Diomaye Faye promet plus de démocratie, de partage des richesses et prône un discours anti-impérialiste. Il veut aussi renégocier les accords commerciaux et d'exploitation concernant le pétrole et l'or sénégalais. Une alternance à ne pas confondre avec les coups d'État au Mali, Niger et Burkina Faso, dont on a déjà parlé dans les vidéos Canard, qui ont opté pour une rupture bien plus franche avec le monde occidental et la CEDEAO. À voir donc si cette alternance au Sénégal va changer les rapports de force géopolitiques dans une région qui vit une succession de bouleversements politiques ces dernières années. Retour en France où des dizaines de collèges et de lycées ont été la victime d'attaques informatiques dans le week-end. Les élèves et personnels ont reçu des mails menaçant les personnes étrangères ou musulmanes ou des menaces provenant soi-disant des membres de l'État islamique. Les pirates ont utilisé des comptes élèves pour pouvoir communiquer à tout le monde de cette façon et cette attaque elle a entraîné la fermeture de plusieurs établissements, notamment dans l'Est et le Nord de la France. De même, l'accès aux messageries a été clôturé pour le personnel. Dans certains mails envoyés, l'attaque est revendiquée par un groupe qui s'appelle la France d'avant, qui serait un groupe d'extrême droite. Cette cyberattaque a donc certainement été la suite de l'attaque de Moscou qui a été revendiquée par l'État islamique. On fera d'ailleurs une petite mise à jour de la situation à Moscou demain sur Actu Réfractaire. Gabriel Attal, lui, a relevé le niveau de plan Vigipirate au plus haut pour passer à urgence attentat. En France toujours, Gérald Darmanin est en déplacement aujourd'hui à Lille pour le lancement de la seconde opération PlaceNet XXL. Cette opération devrait se tenir à Dijon et dans une troisième ville, mais on n'a pas encore l'information. Pour rappel, PlaceNet XXL, ça a pour but de lutter contre le trafic de stupéfiants en déployant très rapidement des milliers de policiers dans une même ville et dans les quartiers où il y a le plus de deals. Cette opération elle a déjà été faite il y a quelques jours à Marseille avec le déploiement de 4000 policiers qui ont permis de saisir, écoutez bien, 22 kilos de stupéfiants. 22 kilos. Donc nous, on peut pas s'empêcher de penser que c'est quand même une opération qui tient plus de la communication que véritablement de la sécurité ou de la lutte contre le trafic de drogue. D'autant que le choix de Lille, quelques jours après que le journal Le Parisien l'ait classé comme la ville la moins sûre de France, ça va aussi dans le sens de la communication. Enfin, en Palestine, l'armée israélienne poursuit son raid sur l'hôpital Al-Shifa, et ce jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun terroriste à l'intérieur d'après l'État israélien. Ce raid pourrait être le dernier avant l'assaut souhaité sur Rafah au sud de la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté aujourd'hui le cessez-le-feu en Palestine, mais aucune mesure contraignante n'a été mise en place évidemment. Malgré leur abstention, l'administration états-unienne ne remet pas en cause ni le financement ni l'armement de l'État israélien pour le moment. Ce qui fait que pour l'instant, rien ne s'oppose concrètement à la prise totale de la bande de Gaza. Allez, on est lundi et le lundi c'est la chronique média écrite par Émeric et franchement on devrait la renommer chronique propagande. Propagande déjà autour de la mort de Frédéric Mitterrand à 76 ans d'une longue maladie. Et du coup, tu as plein de médias qui ont fait l'éloge de Frédéric Mitterrand, tu vois. Oui, on vient à l'instant d'apprendre la mort de Frédéric Mitterrand, homme de télévision, ancien ministre de la Culture. C'est sa famille qui a annoncé à l'AFP la disparition de Frédéric Mitterrand. Oui, qui était le neveu de François Mitterrand, qui a été ministre de la Culture de 2009 à 2012 sous Nicolas Sarkozy. Il a aussi été un homme de télévision, de radio, à Europe 1, à France Culture, à France Inter, samedi sur France Culture, par exemple. En fait, il incarne un monde d'hier, c'est-à-dire qu'il y a de la distance, il y a de la dérision, il y a de l'humour, il y a de l'intelligence, il y a de la culture. Tout ce qui semble avoir parfois disparu dans le monde de la nuance. De barrières, quoi. Il n'avait pas de barrière idéologique, il n'avait pas de préjugés, quoi. C'était une personnalité extrêmement ouverte, extrêmement fine, intellectuellement ouverte à toutes les idées. C'est un chagrin. Pourtant, il faut quand même rappeler l'essentiel, c'est que Frédéric Mitterrand, c'est aussi le visage du tourisme sexuel en Thaïlande. Il est celui qui a écrit lui-même dans un livre « La mauvaise vie » en 2005,
Tous ces rituels de foire aux ébènes, de marché aux esclaves m'excitent énormément. La profusion de jeunes garçons très attrayants et immédiatement disponibles me met dans des états de désir que je n'ai plus besoin d'effréner ou d'occulter. Il s'est défendu à plusieurs reprises évidemment de ne pas être un pédophile, mais la teneur de ses propos interroge quand même, surtout que cette pratique de tourisme sexuel en Thaïlande au début des années 2000, qu'il assume, c'est de la prostitution en fait à bas coût et souvent avec des mineurs. Et évidemment dans les médias, il en est très peu question. Autre aveuglement, autre propagande, celle de LCI sur la famine organisée des Palestiniens en cours actuellement dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Lundi dernier, alors que les ONG et les institutions internationales alertent toujours plus sur leurs dispositifs de blocage mis en place par l'État israélien contre leur convoi de ressources, tu as LCI qui a pris 2 images de marché dans lesquelles les denrées sont disponibles et a décidé que le mot famine était exagéré. Voilà. Une pratique anti-journalistique épinglée par arrêt sur image, sans recoupement des sources, notamment des nombreux rapports de l'ONU qui indiquent que la crise alimentaire est là et qu'elle est très grave en Palestine. Une intox directement produite par les équipes de David Pujadas qui, on le rappelle, a été le présentateur du journal télévisé de 20h de France 2 pendant 16 ans. Et avant le JT, il y a la météo, et c'est Météo France qui tire en ce moment la sonnette d'alarme puisque les prévisions sont de moins en moins fiables. Et la plupart de ces erreurs, elles s'expliquent par l'abandon de Météo France par les pouvoirs publics. Le 16 mars, les fonctionnaires de ce service public ont fait grève pour dénoncer la suppression de postes et la mise en place à la va-vite d'un algorithme de prévision automatisé. Déjà, ils étaient en grève en décembre 2023 pour ça, alors que le dit algorithme prévoyait des températures estivales à Strasbourg. Météo France, c'est important pour nous, pour savoir s'il va faire beau demain, mais c'est aussi stratégique pour pouvoir affiner les modèles climatiques dus au réchauffement global. Mais aussi la prévision des difficultés de circulation dans les transports, quels qu'ils soient. Et pourtant, c'est autre chose qui a mobilisé le pouvoir. Ce jeudi 21 mars, à la une de La Provence, journal possédé par Rodolphe Sadé, on donne la parole aux habitants de Marseille qui sont un peu critiques du côté éphémère de l'opération de propagande macroniste Place Net XXL à Marseille. Il est parti et nous, on est toujours là. Un simple titre qui a valu la colère macroniste. Le propriétaire dissident a finalement décidé de mettre à pied le directeur de publication Antoine Viers, apparemment après un appel d'Emmanuel Macron. Immédiatement, la rédaction s'est mise en grève illimitée et finalement le milliardaire rétropédale en annulant la mise à pied et en promettant une charte d'indépendance. Tout ça ne réglera rien et ça a installé d'ailleurs une sale ambiance chez BFM. Alors qu'il suffirait à la Provence de devenir un média indépendant pour se débarrasser de son milliardaire censeur, indépendant d'ailleurs comme le Canard réfractaire et Actu réfractaire que vous regardez souvent. Une indépendance qui est due grâce à vos dons, c'est pour ça qu'on a lancé une cagnotte il y a quelques semaines pour pouvoir récolter suffisamment d'argent pour travailler pendant une année de plus. Et ça concerne évidemment la quotidienne, tous les shorts qu'on met sur Instagram et puis aussi les vidéos sur le Canard réfractaire, que ce soit les vite faits ou les très longs formats historiques. Bref, tout ça est compris dans le lot. Donc si vous aimez notre travail sur Actu réfractaire ou Canard réfractaire, n'hésitez pas à nous financer, tout est dans la description. La vidéo se termine là-dessus, mais on se retrouve bien évidemment demain à 19h pour votre prochaine Actu réfractaire. Sur ce, des bisous et à la prochaine.